peut-être juste en une phrase, qu'est-ce qui sépare la tradition française de la tradition britannique dans la relation à l'appartenance religieuse? Lorsque les Britanniques se sont trouvés en face d'une dame, non, d'un monsieur avec un turban, une barbe, un filet, il a dit: est-ce que je peux être policier chez vous? Les Britanniques disent oui. Les Français, ils auraient répondu non. D'accord? Lorsque les Canadiens ont eu une tension, on va dire confessionnelle ou raciale, lorsque les Montréalais, ils ont dit: il faut trouver un signal qui associe les musulmans croyants au cœur symbolique de la nation. Quel est le cœur symbolique de la nation? C'est la gendarmerie montée. Et ils ont dit: et vous, là, avec le voile, vous êtes sûr que vous ne voulez pas devenir policière dans la gendarmerie montée? Les Français, le contraire. En 2005, quand il y a eu les émeutes en France, vous vous souvenez, j'étais en Australie, j'avais bien de la chance. En Australie, il y a eu même chose. La ville de Sydney a ouvert une ligne de métro, une ligne de bus en direction d'une certaine plage, qui était une plage, on va dire, bourgeoise, huppée, et il y a eu des tensions là-bas pour dire une appellation dévalorisante d'un musulman, on dit un libs. Les libs, ça veut dire les Libanais. Donc il y a des libs qui se sont battus avec, enfin il y a eu des tensions, on va dire confessionnelles ou raciales comme vous voulez. Qu'ont fait les Australiens? Alors c'était en 2005 que le gouvernement a basculé en Australie, il est passé de la droite à la gauche. Il est passé d'une droite qui disait no repentance à une gauche qui disait oui, on reconnaît que les aborigènes, on les a tous tués, on les a transformés en sacs à vin et on doit au moins reconnaître. La gauche australienne, qu'est-ce qu'elle a dit? Même raisonnement qu'à Montréal. Il faut associer les musulmans visibles au cœur symbolique de la nation australienne. Moi, je ne savais pas ce que c'était le cœur symbolique de la nation australienne, à part peut-être les kangourous. Mais non, le cœur symbolique de la nation australienne, c'est les lifesavers, ceux qui plongent dans l'eau, comme moi, qui le fais très régulièrement, et qui vont sauver ceux qui se noient. Ils ont des petites planches à softboard et ils vont les chercher. Et ils ont dit: on aimerait bien avoir des musulmans et des musulmanes. Musulmans, pas de problème. Musulmanes, petit problème de maillot. Qu'à cela ne tienne, on dit la gauche, le gouvernement, les autorités australiennes. Et ils ont inventé, ils n'ont rien inventé du tout, parce que moi un burkini, j'en mets un tous les matins quand je nage parce qu'elle est encore froide. C'est une combinaison, ça s'appelle une combinaison de natation, d'accord? Eh bien, ils ont inventé le burkini, c'est-à-dire ils ont dit: ben oui, les lifesavers de confession musulmane, on n'a absolument aucun problème à ce que vous portiez un vêtement couvrant, puisque ça fait partie de votre. La France, non. Donc vous voyez qu'il y a une rupture très très nette dans l'imaginaire colonial français avec l'imaginaire colonial britannique. Les Britanniques voulaient piquer le fric et la force de travail des colonisés et leur richesse. Les Français voulaient transformer les colonisés en descendants des Gaulois. Et donc, il y avait une violence culturelle beaucoup plus forte dans la colonisation française que dans la colonisation britannique. Bon, j'espère que j'ai entrepris de répondre à la question, mais effectivement, vous me permettez de combler un manque qui était de mentionner ce phénomène qui est dans le pire de ce qui se produit actuellement en France, effectivement. J'aurais juste quelques questions. La première, c'est pourquoi faire dater justement la bascule de la gauche de l'ère de Hollande et pas forcément celle de François Mitterrand? Vis-à-vis effectivement de la question comment dire, purement économique, mais aussi en lien avec le contact et le lien qu'aurait la France avec les minorités, notamment les musulmanes. La deuxième question, c'est comment répondre en fait à l'argument d'incompatibilité justement de la religion musulmane et d'une manière générale la religion à la République. Et troisièmement, pardon, c'est comment est-ce qu'on peut empêcher et éviter une alliance objective des populations musulmanes plutôt entre guillemets strictes avec la droite, comme on a pu
le voir dans certains quartiers, souffrant justement de valeurs morales et éthiques communes. Voilà. J'aurais juste une précision par rapport à votre réponse, justement à la question qui vient d'être posée. Je ne suis pas sûre que la mobilisation des musulmans, par exemple dans les forces militaires de certains pays, soit vraiment un moyen de libération, comme l'entend la religion en elle-même. Il n'y a qu'à voir l'exemple justement des tirailleurs sénégalais qui ne se sont pas adonnés à la guerre par conviction ou quoi que ce soit. Ça a été notamment la France qui les a obligés à faire cela. Donc, mettre quelques musulmans, je ne sais pas moi, dans la garde nationale du Royaume-Uni. C'est pas les tirailleurs sénégalais, convenez-en. C'est une façade visible, prestigieuse, la garde montée. C'est un tout petit élément d'élite. Donc effectivement, faire des musulmans de la chair à canon, c'est pas un mécanisme d'intégration. On est tout à fait d'accord. Mais ce que j'ai dit est quand même un petit peu différent. La garde montée, la parade de la garde montée à Montréal, c'est pas les tirailleurs sénégalais. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, mais je veux dire, mettre ce qu'on peut appeler des tokens des musulmans dans certaines places, effectivement leur faire ce privilège-là d'appartenir à une certaine classe, à une certaine classe supérieure aux élites. Je ne sais pas si c'est vraiment... Faut pas qu'il y ait que ça. Faut pas qu'il y ait que ça. On est bien d'accord. Oui. Faut pas qu'il y ait que ça. Mais c'est pas en tant que tel antinomique avec un mécanisme plus profond. Hein, ouais. Oui. Bon, je réponds ou ouais. Alors Hollande-Mitterrand, j'adopte votre réponse. J'adopte votre réponse. Je ne suis pas un spécialiste du glissement entre Mitterrand et Hollande. Je dirais que Hollande a mis les points sur les i. Hollande a vraiment mis des points sur les i. Dans la relation avec Israël, c'est devenu une espèce de délire. Mitterrand, c'est vrai, avait quand même bien. Mais après Mitterrand, on a eu quand même Chirac. Hein, et donc, Chirac, il a beaucoup de défauts, mais il est quand même celui qui a dit à Netanyahou, tout ce que vous me dites, c'est des mensonges destinés à provoquer les Palestiniens. Il est tout de même, devant les caméras de télévision, entré en tension avec les Israéliens. Bon, si vous avez vécu dans le monde arabe, cette vidéo, vous la voyez 3 fois par jour, hein, d'accord, entré en tension avec les policiers palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem. Donc, il n'y avait pas la continuité. Mais à partir de Hollande, il y a vraiment la continuité. Bon, comment répond-on à la compatibilité? Il faudrait 2 heures. Mais je vais prendre un exemple. Quand on me dit... moi, je prends comme référent les frères musulmans. Parce que sinon, on me dit Chal-Roumi. Donc, moi, je ne devrais pas en parler, mais Chal-Roumi lance un appel solennel, je viens de le mettre sur ma page, à faire barrage contre LFI. Il est entre 2 drapeaux israéliens et il lance un appel à faire barrage. Alors moi, je vais au cœur du problème. Je prends les frères musulmans, comme ça on ne me dit pas... Bon. Quand on me dit les frères musulmans ont un discours sectaire, incompatible avec les valeurs de la République, je sors le communiqué des frères musulmans syriens en 1983. En 1983, au lendemain du massacre de Hama. Les frères musulmans syriens, pas les musulmans de France, les frères musulmans syriens, donc soi-disant une frange extrême du paysage politique musulman dans la région, ont un communiqué que vous pouvez retrouver, d'ailleurs si vous le googlez en associant à mon nom, qui montre qu'ils ont totalement dépassé l'étape de l'appartenance sectaire incompatible avec la transaction politique. Ils ont déjà complètement dit... nous n'avons rien contre les Alaouites, ils ne sont pas sur la... Il y a des gens que je n'ai pas mentionnés, évidemment, qui ne nous facilitent pas la tâche, c'est Daesh. Il est évident que le discours islamophobe se nourrit de l'exemple de ce qu'a fait Daesh. Et qu'est-ce qu'a fait Daesh? Daesh a manié 2 types de violences politiques. La première, c'est une contre-violence à la violence d'État, d'un pouvoir qui a fait des dégâts dans une relation de 1 à 10 ou de 1 à 50. Hein. Les victimes de Daesh sont dans une relation de 50 fois moins que celle du gouvernement syrien, d'accord ? Cette violence-là, elle doit être contextualisée. Elle peut être en partie comprise comme un échange de bons procédés. Mais Daesh
a aussi esclavagisé et assassiné les yézidis. Se trouvent les yézidis, je suis allé leur dire bonjour chez eux, je peux vous assurer, on a l'impression d'arriver dans le Moyen-Âge, c'est des gens qui sont far out, ils n'ont absolument rien à voir avec la formule politique qui opprimait les sunnites irakiens, rien à voir. Malgré tout, Daesh les a esclavagisés au nom d'une logique purement sectaire. Tu n'appartiens pas, je ne te combats pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, d'accord? Mais chez les frères musulmans, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le fonctionnement démocratique le plus universel. C'est dépassé depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, les instances des frères musulmans, et c'est tout le paradoxe, les régimes arabes n'ont pas peur de Daesh, ils ont besoin de Daesh pour mobiliser le soutien de la communauté internationale. Ils ont peur de qui? Des légalistes qui peuvent mobiliser des majorités électorales et les mettre en danger sur le terrain de leur légitimité démocratique. Donc pour moi, c'est un vieux débat que je n'arrive plus à prendre au sérieux. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire, est-ce qu'il y a compatibilité entre la foi chrétienne et la démocratie? De la même façon, j'aime bien un échange entre Tarek Ramadan et puis De Villiers, comment s'appelle, Philippe De Villiers, qui disait il n'y a pas de compatibilité, tout ça, vous estimez que la loi de Dieu, non, enfin quelqu'un a dit, vous estimez que la loi de Dieu est plus forte que la loi. Et Tarek regarde De Villiers dans le blanc des yeux, il dit, monsieur De Villiers, expliquez-moi, est-ce que vous considérez que la loi de Dieu est plus forte ou moins forte que celle du président Chirac ou du Parlement de M. Chirac? Et De Villiers éclate de rire, parce qu'il ne peut pas dire qu'il donne la suprématie à la loi humaine. Il n'y parvient pas. Donc quand on veut chercher dans les derniers retranchements, évidemment, un croyant vous dira toujours que la loi de Dieu est supérieure à la loi humaine. Mais ça n'empêche absolument pas que dans la pratique politique, il n'y ait pas d'incompatibilité, il n'y ait aucune incompatibilité entre l'appartenance. Alors oui, il y en a une entre l'appartenance judaïque actuelle telle qu'on nous la représente et les lois de la démocratie telle qu'elle nous est représentée maintenant, le peuple des ténèbres et le peuple des lumières. Oui, on devrait s'interroger sur la compatibilité, hein, et on ne le fait pas.